Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici votre journal, à commencer par les titres. En Guinée, un groupe de soldats mutins des forces spéciales a annoncé aujourd'hui la dissolution de la Constitution et du gouvernement, l'éviction du pouvoir du président Alpha Condé, la fermeture des frontières. Les putschistes ont également instauré un couvre-feu dans tout le pays. La situation reste confuse. Ils sont tombés les armes à la main. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont été battus par la Tunisie en finale de l'Afrobasket ce dimanche. Score 78-75. L'équipe de Tunisie conserve son titre de champion d'Afrique. La sélection ivoirienne se contente de la médaille d'argent comme en 2009. Et puis dans notre dossier ce jour, nous parlons de lois traditionnelles qui piétinent les droits humains. Des vies sont détruites au nom de la tradition. Des cas de figure seront présentés dans cette édition en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Mais tout d'abord, en Guinée, les forces spéciales affirment tenir la capitale Conakry. Elles revendiquent l'arrestation du président Alpha Condé. Tôt dans la matinée, ce dimanche, des tirs nourris ont retenti dans la presqu'île de Kaloum, aux abords du palais présidentiel. La situation reste confuse. Le colonel Mamadi Doumbouya, commandant des forces spéciales de l'armée guinéenne, qui aurait mené l'insurrection, a livré un message à la radio-télévision nationale, la RTG. Il a annoncé la dissolution des institutions avant de promettre un dialogue inclusif pour écrire une nouvelle constitution. Les putschistes ont également instauré un couvre-feu dans tout le pays. On se rend à plus de 4000 km de la Guinée maintenant, au Rwanda, où s'est disputé l'Afrobasket 2021. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont tombés en finale face à la Tunisie, 75-78. Suivant. Double détentrice du titre 1981-1985, la Côte d'Ivoire doit encore patienter avant de décrocher une troisième étoile continentale. Les éléphants basketteurs se sont inclinés en finale de l'Afrobasket face à la Tunisie, championne d'Afrique en titre. Les nombreuses pertes de balles ivoiriennes et un Michael Roll très adroit permettent à la Tunisie de mener 47-34 à la mi-temps. Après la pause, les éléphants se réveillent et remportent le troisième quart-temps 25-18. En fin de quatrième quart-temps, la Côte d'Ivoire revient à 3 longueurs de la Tunisie grâce à un exceptionnel panier à 3 points de Souleymane Diabaté. Meilleur marqueur côté ivoirien avec 20 points, 3 rebonds. La vaillante sélection ivoirienne, après un beau parcours, s'incline finalement 75-78 et doit se contenter de la médaille d'argent comme en 2009. La génération Salah Mejri, 22 points, 6 rebonds, remporte le troisième Afrobasket masculin de l'histoire de la Tunisie, après ceux de 2011 et 2017. Belle performance des éléphants de Côte d'Ivoire dans cette compétition. Elle est tout aussi belle, la Miss ivoirienne. Olivia Yassé a été élue hier Miss Côte d'Ivoire 2021. Elle a 23 ans et est en 3e année marketing à l'université de Philadelphie aux États-Unis. Serge Pacom Didi, Isaïo nous en parle. Rideau sur la 24e édition du concours Miss Côte d'Ivoire. Olivia Yassé, candidate numéro 24, a été élue Miss Côte d'Ivoire 2021. Âgée de 23 ans et titulaire d'un bachelor en marketing management, elle succède ainsi à Kwadio Marilyn. Je suis très émue, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup pleuré. J'ai essayé de retenir mes larmes, mais c'était plus fort que moi. Je suis très contente, je suis très reconnaissante et je suis aussi fière. J'aimerais sensibiliser à cause de la valorisation de la peau noire, la valorisation de la peau naturelle. Je pense que c'est très important. Atie Kenza, candidate numéro 10, âgée de 18 ans, nouvelle bachelière. Et Mourad Fatima, 18 ans également, étudiante en première année de gestion et économie, ont été classées respectivement première et deuxième dauphine. Le commissaire se réjouit du bon déroulement du concours en cette période de Covid-19. Notre rôle est de mettre des ambassadrices culturelles à la disposition de ceux qui peuvent les en servir pour véhiculer des messages ou bien pour mener des actions. Le commissaire suit en ce moment 3 axes. Il y a la réconciliation, il y a l'emploi jeune et il y a la santé. Pour les autorités, il est important de magnifier la beauté de la femme ivoirienne. Chers membres du commissaire, le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle est fier de vous et vous félicite. Aux différentes candidates, nos reines de beauté, je voudrais exprimer mes chaleureuses félicitations pour leur courage et pour l'éclat dont elles illuminent cette salle.
Ce concours va bien au-delà du show d'un soir. Il participe du rayonnement de notre pays. Et chacune des participantes est à sa manière une ambassadrice de notre pays. Il est aussi symbolique de l'unité de notre nation. Prétendre au titre d'ambassadrice de la beauté ivoirienne est une ambition noble et courageuse qui requiert des qualités éminemment importantes pour notre pays, telles que l'intelligence, la confiance en soi et le respect de nos valeurs. Quel que soit le dénouement de cette compétition, c'est la Côte d'Ivoire rassemblée, réconciliée et solidaire qui gagne. Présélectionnée à Yamoussoukro, Olivia Yassé est la 8e Miss que la région du Bélier offre à la Côte d'Ivoire. Autre volet de l'actualité, Brafédon a un nouveau chef. La localité située dans le département de Grand Laou n'avait plus de leader depuis 16 années. Begré Grajean, conseiller pédagogique à la retraite, parlera désormais au nom de ce village. Le nouveau chef s'est installé dans l'Allégresse. C'est ce que nous apprend Franck Quadio. Au son de la fanfare, une colonne festive traverse le village de Brafédon. Cette journée est à marquer d'une pierre blanche. Dans quelques heures, le village installe son chef après 16 années d'attente. Vraiment, nous sommes très contents. Et Dieu merci, voilà que le cortège vient de passer. Moi, je suis un peu en retard, puis je vous trouve ça va. La progression est joyeuse. Tous doivent rallier la plage pour accueillir le chef qui arrive à eux par la voie lagunaire. Nous embarquons donc pour suivre la traversée. Bien visible de l'autre côté de la baie sableuse, la mer. Cette arrivée du chef par bateau est loin d'être du simple folklore. Autrefois, le village était habité dans l'autre côté. Et compte tenu de l'érosion côtière, on a dit délocaliser le village sur ce site-là. Donc c'est tout simplement qu'il faut mettre en zen. C'est ce qui se passe là. À l'avant du bateau, une escouade de guerriers pêcheurs escortant de part et d'autre l'embarcation du chef. Des chants et vivats et la symbolique du lancer du filet. Le chef Begré Grajean met enfin pied à terre, accueil des circonstances par les guerriers et le chef de terre. Premier cérémonial sur place, puis c'est le départ vers le village. Le trajet est coloré et plein de symboles. En raison de certaines circonstances malheureuses, Brafédon n'a pu avoir de chef durant longtemps. Sur le lieu de la cérémonie d'installation, le tam-tam parleur venu de Taboutou annonce donc la nouvelle. Voici le cérémonial d'installation. 3 fois. C'est fait. Brafédon a son guide, un tour d'honneur. Le chef est vêtu de sa tenue d'apparat. C'est une grande joie pour nous d'avoir un chef enfin. Et cela va nous permettre de mieux organiser le village. Et je pense qu'on a fait le bon choix. 16 ans après, un village qui a su l'intérim jusqu'à aujourd'hui, 16 ans après, c'est déjà trop. Là où il y a 54 chefs, il était moins. Aujourd'hui, il a rejoint le groupe. Nous croyons que la vie de Laou est complète. Le développement, le maître mot de l'action du chef pour les années à venir. Les sœurs m'ont laissé beaucoup de tâches. Il y a l'assainissement du village. Il y a l'embouchure qu'on doit désensabler. Mon hôpital qui n'a pas de médicaments de premiers soins. Alors, après 16 ans d'intérim, moi je dis chaque fois que j'ai peint sur la planche. Begré Grajean, le nouveau chef de Brafédon, est conseiller pédagogique à la retraite. Il aura réussi à obtenir la caution des 6 quartiers du village, puis celle des 5 grandes familles garants du pouvoir traditionnel dans cette localité du pays, Avikam.
C'est justement de nos villages et de nos ancêtres que proviennent les lois traditionnelles, des lois qui bafouent souvent la dignité humaine. Des personnes bannies de leur famille, éloignées de leurs proches, d'autres assassinées. En un mot, la mise en pratique de certaines lois traditionnelles détruisent des vies. C'est ce que met en lumière Éric Ogoré à travers ce dossier réalisé en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Regardons. Dans la tradition Tagbanan, les enfants n'ont pas tous les mêmes droits. Certains d'entre eux sont appelés enfants de malheur. Il y a des enfants qui sont nés, qui ne vont jamais parler, ils ne vont jamais s'asseoir, ils ne vont jamais faire les 4 pas. Ceux qui sont nés par siège, ceux qui poussent les dents par le haut, au lieu du bas, ceux qui sont nés et puis la mère meurt en couche. Et donc c'est ces enfants qui sont appelés communément enfants serpents et qui portent malheur. Les chances de survie de ces enfants, dits enfants de malheur, sont minces. Car ces enfants sont souvent accompagnés selon un rituel. Il y avait même des médicaments où on accompagnait ces enfants. Cette pratique est bien connue de l'abbé Germain Calary. Ce prêtre catholique totalise une 30aine d'années dans la région. On va accompagner un enfant où on va exorciser le mal qui est en lui. Alors pour les profanes que nous sommes, on est loin d'imaginer que c'est pour les assassiner. Depuis une dizaine d'années, le centre de transit Sainte-Geneviève recueille des enfants en danger. Avant, les femmes donnaient naissance dans les villages grâce aux matrones. Aujourd'hui, ce sont les sages-femmes. Alors donc, grâce aux maternités, on arrive à découvrir ces enfants-là qui sont indésirables. Par exemple, le jour de l'accouchement, si la maman décède, on surveille de près le bébé. Et quand on sait qu'il est menacé, les responsables sanitaires, les responsables de l'hôpital m'invitent à récupérer l'enfant. Ce centre a sauvé la vie à beaucoup d'enfants. Quand j'ai perdu mes 2 parents, et là, ma grand-mère m'a envoyé chez mon oncle. Chez mon oncle là-bas, mon oncle, il ne voulait pas m'accepter comme son propre fils. Et chaque fois, il me traitait d'enfant de malheur. Je suis venu, j'ai fait le CP1 jusqu'en 6e. Cette année, je m'en vais en 5e avec 17 de moyenne. Ici, chaque enfant a son histoire. Une dame qui a perdu son mari, et dans la tradition, elle doit se remarier au petit frère du défunt. Mais il ne faut pas que de cette nouvelle union naisse un garçon. L'enfant est vite déclaré maudit, mais parce qu'il va concurrencer les autres au niveau de l'héritage. Quand la naissance a eu lieu, l'enfant était garçon. C'était un garçon, alors elle s'est suicidée parce qu'elle savait déjà le sort qui était réservé à son enfant. Ces pratiques de stigmatisation liées aux coutumes existent dans plusieurs pays africains. Au Burkina voisin, des veuves sont bannies de leur famille. Ce sont des femmes qui ont été accusées de sorcellerie, d'autres pour traiter de mangeuses d'âmes et tout, dans leurs villages respectifs. Elles ont été chassées, leurs cases brûlées, tous leurs biens décimés. Voilà, elles se sont retrouvées dans la rue et elles ont été accueillies par le centre d'Elwandé. Il n'y a pas d'accusation, c'est une réalité. Voilà. Parce que nous sommes des Noirs, on n'est pas des Blancs. Nous avons traditionnellement notre constitution. Que tu ailles toucher, dire que tu n'es pas sorcière, ou bien que tu boives et que tu manges, dire que tu n'es pas sorcière. Si tu n'es pas sorcière et puis tu as touché, tu as juré, il n'y a pas de problème. Tout ce qui se parle existe. Le mystique existe. Ça, c'est un crime. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur votre croyance pour porter préjudice aux droits des autres. Donc, si on pense qu'il y a des gens qui ont été capables de manger d'autres, alors qu'on n'a aucune preuve, tout ce que l'on fait, ce sont des allégations. Et malheureusement, dans nos traditions, les allégations sont des preuves. Et ça, c'est, je dirais, une des limites de nos traditions. Chez les Mossi, par exemple, il est reconnu que la mère d'un chef ne peut jamais être accusée de sorcellerie. C'est ici qu'on les retrouve, derrière cette clôture, où elles ont trouvé refuge. Interdiction formelle d'avoir accès au lieu, raison évoquée par les autorités burkinabées. La préservation de leur dignité. Les traditions africaines et les droits de l'homme ne font pas bon ménage. Des comportements proscrits par les droits de l'homme résistent à cause de certaines lois traditionnelles qui, malheureusement,
continue à faire des victimes. Des lois traditionnelles qui détruisent des vies. Un dossier de Éric Goré. À présent, les chiffres liés à la pandémie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 5 septembre 2021 120 nouveaux cas de Covid-19 sur 5175 échantillons prélevés, soit 2,3% de cas positifs, 184 guéris et malheureusement 3 nouveaux décès. À la date du 5 septembre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 56 855 cas confirmés, dont 54 625 personnes guéries, 467 décès et 1763 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 923 288. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, remet des équipements médicaux d'une valeur de 300 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire, un appui destiné à renforcer la lutte contre le Covid-19. Salima Toudia. Environ 923 000 masques chirurgicaux, 7 unités de ventilateurs de soins, 125 téléphones Android et 2500 chaises destinées au comité de veille communautaire des 6 régions sanitaires prioritaires. Voilà le don de l'Organisation mondiale de la santé, de l'ambassade de l'Allemagne en Côte d'Ivoire au gouvernement dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Les faits et chiffres au niveau mondial et africain liés à la recrudescence et à la virulence de la pandémie depuis la fin de l'année 2020 et le début de 2021 et à ce jour nous invitent à plus de vigilance et d'engagement. Au moment où plusieurs pays de la sous-région enregistrent une résurgence de la maladie à Covid-19, avec l'apparition de variants plus virulents, notamment le variant Delta dans plusieurs pays de la sous-région, nous devons redoubler de vigilance en renforçant la surveillance à tous les niveaux. Et nous allons travailler non seulement dans l'appui à la réponse sanitaire contre la Covid-19 en cours, et particulièrement la réponse sur tous ces piliers, tout en conjuguant également nos efforts afin de contenir ces contingences. C'est ainsi que dans les prochains jours, avec vos services techniques, il est prévu une intensification du renforcement des capacités des acteurs de terrain dans le domaine de la prévention et le contrôle de l'infection, la prise en charge, la vaccination et la surveillance, y compris dans la communauté. Leur appui constant au système sanitaire est apprécié des autorités. Vous démontrez encore aujourd'hui, en permettant à mon département de bénéficier de ce comptant lot, de matériel technique qui va contribuer au renforcement de nos capacités dans la prévention et dans la riposte en termes de prise en charge de nos malades. Soyez-en infiniment remerciés. Cet important lot est tellement nécessaire, surtout en ce moment où nous connaissons la 3e vague avec des contaminations records, où nous assistons au niveau de la population à un relâchement. Nous en avons besoin pour continuer la lutte. Depuis quelques semaines, la Côte d'Ivoire fait face à une 3e vague de contamination. Le ministre de la Santé invite à nouveau les Ivoiriens à se faire vacciner et surtout à respecter les mesures barrières afin de rompre la chaîne de contamination. Autre volet de l'actualité, les jeunes de Ferkessédougou se sont prononcés sur les difficultés qu'ils rencontrent dans le cadre de l'insertion professionnelle. C'est le ministère en charge de la jeunesse qui leur a donné l'occasion lors des États généraux de la jeunesse de la région du Kyologo. Un rendez-vous pour traiter la question de l'autonomisation des jeunes. Kader Sogodogo. Ferkessédougou, chef-lieu de la région du Kyologo, abrite les États généraux de la jeunesse de ce terroir. Un panel avec pour thème « Jeunesse et lutte contre la pauvreté » dans le Kyologo permet de planter le décor. Une des solutions, l'entrepreneuriat, des idées en guise de pistes sont présentées aux jeunes. Les États généraux de la jeunesse du Kyologo, initiés par le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, se veulent un processus innovant et inclusif qui a pour objectif d'engager les décideurs à tous les niveaux à soutenir la jeunesse en quête d'un mieux-être. Quand nous savons que la vision du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, est de faire de cette jeunesse une jeunesse autonome et responsable, il était important pour la direction régionale du Kyologo d'initier ces États généraux pour donner la parole aux jeunes, prendre leurs recommandations, leurs analyses, les difficultés que ces jeunes traversent dans
le domaine de l'insertion socio-économique et professionnelle. Une initiative saluée par les participants. J'ai trouvé ça bénéfique parce que aujourd'hui j'ai appris beaucoup de choses. Afin qu'ici, on a les projets, on ne sait pas à qui s'adresser. Mais pendant cette journée, ils ont invité les structures qui sont venues nous montrer comment faire pour pouvoir mettre ces projets en valeur. On a un taux de chômage très élevé, on a des jeunes qui s'adonnent à plein de choses. Donc les états généraux de la jeunesse ont été l'occasion pour cette jeunesse de Thiologo de trouver des orientations, pour trouver des perspectives en termes d'insertion socio-professionnelle. Pour nous, ça a été un moment d'échange fructueux, un moment important pour notre jeunesse parce que ce qu'on constate, c'est que les jeunes ne sont pas très souvent au parfum de nos activités au niveau du conseil. Et ça a été une bonne tribune pour nous d'échanger avec les jeunes et d'être au même niveau d'information. Les États généraux de la jeunesse du Thiologo ont bénéficié du soutien du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Thiologo, représenté par le directeur général de cette structure décentralisée. La direction du contrôle financier du ministère du Budget et du portefeuille de l'État s'est dotée d'un code d'éthique et de déontologie à travers lequel elle s'engage à être une administration moderne et modèle. La présentation de ce code s'est déroulée aux 2 plateaux Cocody. Jean-Jacques Kwamiala. Voici le comité de veille du code d'éthique et de déontologie de la direction du contrôle financier du ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Ce comité, installé ce jeudi, a pour mission, entre autres, faire respecter le code d'éthique et de déontologie dont l'objectif est de mieux orienter les agents de la direction du contrôle financier dans la satisfaction de leurs obligations et l'exécution de leurs responsabilités. C'est un outil qui vient uniformiser les engagements des services de contrôle financier. La promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la lutte contre les prévarications de deniers publics, le présent code d'éthique se veut un gage d'engagement. La direction du contrôle financier, à travers ce code d'éthique et de déontologie, s'engage à être une administration modèle et moderne, prônant la mise en avant des valeurs d'éthique et de déontologie dans le contrôle de la régularité de la dépense et dans toutes ses actions quotidiennes. Plusieurs séances de vulgarisation sont prévues par le comité de veille pour permettre aux agents de s'approprier le contenu de ce code d'éthique et de déontologie de la direction du contrôle financier. Dans l'administration, plusieurs services se digitalisent. Un projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain est dans sa phase active. Il était au cœur des échanges au 13h entre Herman Guivet et Nassissou Mbo, le premier responsable de ce projet. Suivant. C'est un projet qui va avoir un impact important sur l'accessibilité au logement. Nous détenons de la documentation domaniale qui date de 1903. De 1903. De 1903. Et cette documentation qui est utilisée aujourd'hui pour traiter les demandes d'actes sont stockées dans des conditions assez, je dirais, précaires et qui ne permettent pas de garantir la sécurité du traitement. Et donc, l'idée, c'est de dématérialiser toute cette documentation, sécuriser cette documentation domaniale et cartographique et parvenir à bâtir une base de données géographiques de gestion du foncier sécurisé. Ce projet va nous permettre d'aboutir à un traitement tout numérique. Donc d'éviter ou de réduire l'intervention humaine dans le processus. Réaliser une plateforme de gestion intégrée pour l'ensemble des administrations qui travaillent sur la gestion de la terre, mais plus satisfaire aux attentes des usagers particuliers et professionnels. Ce système permettra, par exemple, aux Ivoiriens de la diaspora de pouvoir interagir directement avec l'administration foncière à travers des applications et des sites, des plateformes que nous mettrons à leur disposition. Le gouvernement, le Premier ministre, le ministre de la Construction ont mis à notre disposition un centre de production du système intégré de gestion du foncier urbain qui a en son sein des salles de formation, des salles de serveurs, des salles de réunion qui pourront héberger l'ensemble des acteurs qui auront à travailler dans la chaîne du foncier.
Et comme tout le dimanche, le 7 sur 7, l'actualité internationale qui a dominé durant la semaine avec Moussa Konaté et Abou Sanogo. Les derniers soldats américains ont quitté dans la nuit de lundi l'aéroport international de Kaboul après 20 ans d'occupation militaire. Ayant désormais le contrôle de l'aéroport de la capitale afghane, les talibans ont célébré ce retrait des troupes américaines par des coups de feu. Nous avons écrit l'histoire, s'est félicité Anas Akani, un responsable du mouvement fondamentaliste. Israël a enregistré mardi près de 11 000 cas de Covid-19. Un chiffre record jamais atteint dans le pays. Le ministère israélien de la Santé indique cependant un léger recul du nombre de cas graves à travers le pays. Israël fait face à la propagation du variant Delta, plus contagieux. Les autorités ont donc lancé une campagne pour l'administration d'une dose de rappel du vaccin. Le chef de l'État centrafricain Faustin Archange Touadéra a procédé mercredi à l'installation du comité d'organisation du dialogue national. La nouvelle entité est composée des représentants des pouvoirs publics, des partis politiques, des confessions religieuses, de la société civile ou encore des experts internationaux. Elle devra notamment proposer un chronogramme et un lieu pour le dialogue national qui doit permettre à tous d'exprimer les préoccupations. Les autorités ont revu jeudi à la hausse le bilan des victimes de la tempête Ida, précisant qu'elle a tué au moins 47 personnes dans de nombreux États dans la nuit de mercredi à jeudi matin. La tempête Ida a provoqué des pluies torrentielles et dévastatrices dans les régions de New York et de New Jersey et privé d'électricité plus d'1 million d'habitants. Un homme proche du groupe djihadiste État islamique a poignardé vendredi 6 personnes dans un supermarché d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Il a été abattu par la police. La première ministre Jacinda Ardern a annoncé lors d'une conférence de presse peu après l'attaque que l'assaillant était sous surveillance en raison de ses convictions extrémistes. L'ancien ministre du redressement productif a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle. Anor Montebourg l'a annoncé samedi après-midi à Clamecy, sa ville natale, devant environ 300 personnes. L'ex-socialiste devenu ces dernières années entrepreneur souhaite transcender le clivage droite-gauche et défend la France de sous-préfecture. Il est âgé de 58 ans. Des militaires issus des forces spéciales guinéennes ont annoncé avoir capturé le président Alpha Condé et dissoudre les institutions dans une vidéo diffusée sur la chaîne de télé nationale. Ce dimanche, des tirs nourris d'armes automatiques ont été entendus dans la capitale Conakry. La scène semblait être le théâtre d'une probable tentative de coup d'État menée par des militaires. Voilà, c'est ainsi que s'achève votre journal. Très belle nuit à toutes et à tous sous la protection du Très-Haut.